Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau un pilier historique du podcast, Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI, Défense et Sécurité Internationale, le magazine de référence en français pour toutes les questions militaires, capacitaires et stratégiques auxquelles je fais évidemment référence souvent dans ce podcast. Donc bonjour Joseph, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour. Alors je veux dire, c'est un peu une reconstitution de Ligue dissoute, parce qu'on avait eu dans le temps, il y a de nombreuses années maintenant, un partenariat entre le Collimateur et DSI. Et l'idée, c'est donc de le raviver, mais sous un angle peut-être un peu différent, avec le projet donc de faire quelque chose de régulier, de récurrent, alors on verra, mais peut-être 1 ou 2 fois par mois, autour de l'actualité militaire et stratégique pour suivre et discuter un sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse sur le moment. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace pour partager, disons, vos analyses en tant qu'observateur et spécialiste à la fois des capacités militaires et de la pensée stratégique. Et on s'est dit qu'on allait notamment se concentrer sur l'Ukraine, à un moment où il y a énormément d'incertitudes sur la suite des opérations, mais aussi où je crois qu'on est collectivement un peu insensibilisé au déroulement des opérations après plus de 3 ans, alors qu'il y a toujours énormément à dire et je crois qu'il reste très utile d'analyser ce qui se passe sur le terrain à intervalles réguliers. Mais évidemment, on n'est pas captif non plus de cet angle-là et on pourra parler des États-Unis, plus généralement de l'état de l'Alliance Atlantique, par exemple, si l'actualité s'y prête, et elle s'y prêtera très probablement. Donc, un format plus court et régulier, peut-être aussi pour se tenir informé d'une certaine actualité militaire et stratégique, pour ceux qui parfois n'auraient pas le temps d'écouter tous les épisodes du mardi ou du vendredi, et que je diffuserai donc a priori à part. Je pense que je vais sans doute aussi, pour les temps qui viennent, ouvrir un autre créneau, une 3e émission par semaine le dimanche, parce que les sujets se multiplient, les formats aussi, et j'ai pas envie pour autant de laisser de côté ceux qui sont déjà installés, que ce soit le fil de l'épée, les dans le viseur ou les dans le bunker, donc respectivement le format d'histoire militaire avec André Loez, les récits d'opérations par des militaires et les analyses de films et de séries. Et voilà, je continue à faire tout ça, et en même temps il y a d'autres projets et d'autres idées que je pense utiles, notamment celui-ci avec Joseph, que vous pourrez donc sans doute retrouver régulièrement le dimanche. Alors on s'est dit qu'on parlerait du front ukrainien, avec ce caveat que ça parle beaucoup de cessez-le-feu en ce moment, ce qu'on peut prendre avec une certaine circonspection. Voilà, il faut voir à quel point ça intéresserait Vladimir Poutine, et même là, il faut voir combien de temps ça durerait, mais en attendant, il se passe quand même des choses, et les champs de bataille restent actifs, Joseph. Alors oui, effectivement, on peut constater finalement qu'il y a 3 évolutions qui se font, et 2 au plan tactique, qui ont des incidences forcément opératives, et puis une qui en a forcément un peu plus au plan opératif. Alors la nouvelle entre guillemets de ces derniers jours finalement, c'est l'évacuation de la poche de Koursk qui avait été donc engagée par les Ukrainiens. Donc au nord du territoire ukrainien, c'est l'offensive surprise de l'été que personne n'a vu venir, notamment pas les Russes. Exactement, avec une prise de gage territoriale finalement, directement sur le sol russe par l'Ukraine, avec à ce moment-là un certain nombre d'inquiétudes américaines déjà, en disant mais tiens, vous voulez faire quoi exactement ? Vous avez déjà pas tant de gens que ça pour tenir le Donbass, donc en plus si vous envoyez les meilleurs dans le nord, qu'est-ce que ça va donner ? Ce qui était pas... Voilà, et d'ailleurs dans l'armée ukrainienne, cette offensive n'était pas consensuelle, avec ceux qui partaient d'un principe qu'il fallait plutôt se concentrer sur un angle plutôt tactique, opératif, et donc continuer à tenir face aux progressions de l'armée russe, éventuellement envisager peut-être une contre-attaque quelque part, etc. D'autres qui, d'un point de vue opératif stratégique ou stratégique, partaient du principe qu'à un moment donné... Juste opératif, je vais rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers, opératif c'est l'échelon entre le tactique et le stratégique, c'est-à-dire entre la grande stratégie, la grande vision du champ de bataille et du conflit, le tactique dans telle ou telle localité, vraiment l'opération du moment. L'opératif, c'est le chaînon manquant entre les deux, c'est-à-dire la manière dont on enchasse les différentes tactiques pour obtenir des effets plus larges et plus stratégiques. Voilà, effectivement, ce sont des briques tactiques qui sont assemblées pour produire des effets. Et en l'occurrence, je pense qu'on peut se représenter ça finalement, comme la possibilité de s'en prendre au système militaire adverse. Alors il y a les unités, ces unités sont groupées évidemment en systèmes, avec des unités parachutistes, de chars, d'artillerie, d'infanterie, etc., etc. Et donc évidemment, à la guerre, la grande question, c'est pas tellement celle de la prise des territoires, c'est plutôt une question d'ordre tactique. La grande question, c'est l'aptitude des systèmes à tenir dans le temps. Et c'est celui qui va tenir le plus longtemps et avec le plus de détermination, évidemment, le plus de volonté, mais qui a plus de probabilité, in fine, de l'emporter. Et donc, c'est effectivement, là, ça rejoint les questions d'action manœuvrière, d'action d'attrition, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait exactement pour s'en prendre au système adverse et pour le faire éventuellement vaciller, craquer, et ainsi de suite.
Et donc, effectivement, il y en a d'autres qui, d'un point de vue ukrainien, disaient, ben non, finalement, ça nous permet de faire une prise de gage territoriale, avoir quelque chose à échanger au plan stratégique avec les Russes au moment où viendront les négociations. Donc, peut-être qu'on récupérera... Parce que le Donbass est bien gelé, donc on réussira pas directement à percer. Par contre, si on prend pas mal de territoires, ça se troque. Voilà, ça se troque, ça s'échange. Il y a peut-être moyen d'avoir un deal, pour reprendre un terme qui est devenu d'actualité. D'un point de vue, cette fois-ci, opérativo-stratégique, le fait de dire si on attaque là, peut-être que les Russes vont basculer des forces là-bas, et puis peut-être que ça va nous créer une opportunité dans le Donbass pour mener d'autres contre-attaques. Et effectivement, on a vu que les Russes concentraient des forces vers Koursk, les leurs, mais aussi celles des Nord-Coréens. Et ça, effectivement, c'était une variable qui, au moment où l'offensive était lancée, n'était pas encore sur la table. Donc les Russes, si vous voulez, se sont adaptés à ça et ont compensé avec, pour le coup, des Nord-Coréens. Donc ça, c'est cette évacuation. Alors, la question, c'est de savoir si cette évacuation, elle est forcée, c'est-à-dire à coup d'attaque russe, etc. Alors, effectivement, il y a une pression russe, elle est indéniable dans la zone, et on voit bien qu'au fur et à mesure des semaines, l'empreinte des Ukrainiens, elle s'est réduite. On voit bien au fur et à mesure des cartes que ça fond. Il y avait malgré tout une certaine forme de bastion qui restait autour de la zone de Soudja. On peut dire que ça a toujours été, dès le début, on s'est douté que ça allait être compliqué, parce que c'est vraiment une enclave en territoire russe. Les Russes sont fait surprendre, mais même les Russes l'ont dit à l'été, ça nous prendra quelques mois à le reprendre. Mais on y arrivera. On y arrivera. Donc voilà, ça a toujours paru difficile, et dans une certaine mesure, ce grignotage progressif des Russes, donc dans le terrain de course, c'est pas une surprise, quoi. C'est pas une là, surprise. Ça s'accélère. Voilà, politiquement parlant, c'est vrai qu'avoir un morceau de territoire russe qui est aux mains des Ukrainiens, évidemment, c'est pas très politiquement tenable, ni du point de vue des militaires à l'égard du politique, ni du politique à l'égard de la population. Maintenant, la grande question, évidemment, c'est est-ce que l'évacuation de cette zone-là, est-ce qu'elle s'est faite en bon ordre ? Est-ce que les Ukrainiens ont retraité de la zone de Soudja en subissant le moins de pertes possible, et donc en conservant des capacités à utiliser plus tard, c'est toujours la question du facteur temps, ou est-ce qu'effectivement, ils se sont fait avoir, il y avait la question d'une infiltration de Russes par un pipeline, etc. Bon, certains disent 1200 hommes qui seraient passés par un pipeline d'1,4 mètre de diamètre. 1200 hommes, c'est bien. Alors, il faut déjà réussir à les faire passer. Bon, pourquoi pas, mais avec quels appuis, etc., etc. Ça paraît tout de même un peu délicat. Donc on ne sait pas à cette heure, c'est difficile encore de savoir si les Ukrainiens se sont fait coincer ou si ils s'en sont sortis correctement. Oui, ils s'en sont sortis correctement. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de pression russe en fait sur les lignes de communication des Ukrainiens. Et ces lignes de communication, évidemment, sans ça, il n'y a pas de flux de munitions, il n'y a pas de flux de carburant, ce genre de choses. Évidemment, ça devient difficile de tenir. Donc effectivement, en harcelant, en faisant de l'interdiction finalement de zones, les Russes créent aussi les conditions qui permettent donc à voir si effectivement ce retrait s'est fait en bon ordre. Le deuxième front, c'est donc le Donbass. C'est donc le Donbass, et en fait ce retrait ukrainien, il intervient à un moment assez particulier. On a vu que les derniers mois, les vitesses de prise territoriale quotidienne et mensuelle, finalement, elles tendaient à diminuer. Le nombre de kilomètres carrés pris mensuellement depuis quelques mois diminuait, et là actuellement on arrive dans une espèce de phase de stase où finalement les Russes n'avancent plus beaucoup. Certains disent ils arrivent à un point culminant dans cette zone-là. Alors est-ce que c'est un point culminant? Est-ce que c'est une pause opérationnelle? Ça c'est un truc de pure théorie opérative, c'est-à-dire dans une offensive, il y a toujours un moment où on dit que l'offensive culmine, c'est-à-dire le moment où tout roule pour le mieux, et puis il y a un moment où forcément ça s'use, ça s'épuise, parce que on peut pas alimenter indéfiniment une offensive si elle perce pas. Donc là, clairement, il y a un moment où ça s'use. Est-ce qu'on est au moment où ça s'use, ou est-ce que on est avant, ils font juste une pause pour voir et qu'ils vont reprendre la marche avant? Voilà, c'est une vraie question, parce qu'en fait, le point culminant, en fait, c'est un truc très sportif. Imaginez, vous faites de la course à pied, etc. Vous savez très bien qu'il y a un moment au-delà duquel votre effort, il va devenir contre-productif. Parce que là, vous allez vraiment perdre le souffle, etc. Vous êtes dans le rouge. Et ça, évidemment, c'est dangereux dans un contexte de guerre, donc dangereux pour les Russes, évidemment. Évidemment, vous pouvez anticiper cette arrivée de point culminant, faire la pause, boire de l'eau, manger un bout, etc. avant de reprendre votre course. Et donc effectivement, c'est difficile vu de l'extérieur comme ça à déterminer où en sont les Russes exactement. Est-ce qu'ils sont
voilà, est-ce qu'ils tirent définitivement la langue ou est-ce qu'ils sont dans une pause opérationnelle de reconstitution, etc. Mais toujours est-il que ce retrait ukrainien, ou en tout cas cette exfiltration ukrainienne, elle intervient à ce moment-ci. Et dans un contexte qui est un contexte cette fois-ci un peu plus stratégique, qui est celui de la poursuite des campagnes aériennes, il faut l'appeler ainsi. Alors des campagnes aérobalistiques, hein, on n'est pas sur des raids de pénétration classiques tels qu'on peut l'envisager dans l'armée de l'air et de l'espace. Mais une campagne aérienne classique, ce serait les Russes peuvent survoler Kiev et balancer leurs bombes dessus. Ça, on sait que ça n'a pas lieu parce que les défenses anti-aériennes sont bien trop fortes. Voilà. Par contre, ils peuvent envoyer des Shahed. Par contre, ils vont envoyer des Shahed, ils vont envoyer des OA UAV, hein, des One-Way Attack Unmanned Armed Vehicles. Dont on peut débattre si c'est des missiles ou des drones. Enfin bon, en théorie, un drone, c'est censé revenir. Et un missile, c'est censé aller vers son objectif et le frapper. Donc, techniquement parlant, enfin en tout cas sémantiquement parlant, un OA UAV serait plutôt un missile. Alors, un missile de croisière du pauvre. Hein, on n'est pas sur des X-101, on n'est pas sur de la S-15, on n'est pas sur du Scalp, ce genre de choses. Mais néanmoins, ça produit malgré tout des effets. À commencer par un effet qui est très opératif pour le coup, avec des incidences tactiques cette fois-ci, c'est de forcer les Ukrainiens à défendre leur ville. Donc ils massent leur défense aérienne autour des villes. Cette défense aérienne, du coup, elle n'est plus disponible pour couvrir les forces ukrainiennes sur le front. Ça a été en particulier embêtant jusqu'à quelques semaines d'ici parce que les Russes travaillaient avec une artillerie aérienne de bombes guidées avec des kits un peu bricolés, etc., mais qui fonctionnent. Et qui servait d'artillerie aérienne littéralement pour aller écraser les positions défensives des Ukrainiens. Entre-temps, les Ukrainiens ont trouvé la parade en termes de guerre électronique. Voilà, donc ça les soulage un petit peu au niveau des troupes. Mais on voit bien que ces derniers jours en particulier, hein, ici on est au 12 mars, si je ne dis pas de bêtises, on voit bien que ces derniers jours, les Russes mettent le paquet en termes d'attaque aérienne en direction des villes, des infrastructures énergétiques, etc., pour forcer les Ukrainiens à brûler finalement un maximum de leurs missiles, de leurs munitions, etc. Mais il y a également une campagne aérienne stratégique des Ukrainiens, cette fois-ci, à l'égard de la Russie, avec là aussi des OA UAV bricolés, mais qui peuvent taper jusqu'à plus de 1000 km, hein, donc on est quand même sur des portées de missiles de croisière, avec des charges explosives qui sont pas très importantes, 15-20 kilos, et qui vont cibler, en l'occurrence, le centre de gravité stratégique de la Russie. Hein, un centre de gravité, c'est ce qui fait la force, finalement, en l'occurrence de votre pays, si on parle du stratégique. Les raffineries, l'industrie pétrolière, et plus logiquement, on pourrait parler de centre de gravité opératif ou de point décisif, en considérant que les raffineries en particulier sont importantes, mais les stations de pompage, etc., qui ont également été frappées régulièrement, avec des repasses qui se font à plusieurs semaines d'intervalle, pour bien s'assurer finalement qu'un maximum d'installations, qui sont pas toujours très simples à remplacer, hein, avec des colonnes de distillation, etc., qui peuvent prendre plusieurs mois à être remplacées. Surtout qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Agadema, mais il y a quand même des sanctions massives occidentales contre la Russie sur tout le secteur pétrolier, oui. Donc c'est pas comme s'ils pouvaient les acheter sur Internet. Voilà, ça intervient en épaulement. Alors les Russes contournent aussi, etc. Et donc il y a tout un jeu qui se fait, mais le jeu, de ce point de vue-là, dans la manière d'atteindre un centre de gravité, là aussi il peut se faire par action décisive. Hein. Vous snipez le centre de gravité, là ça devient compliqué, il y a quand même plusieurs raffineries, des centres de pompage, des installations particulières, etc. Mais soit vous progressez par attrition successive, hein, vous cumulez les pertes chez l'adversaire jusqu'au moment où finalement la maison vacille et la maison vacille et s'effondre. Mais toujours est-il qu'effectivement, pour les Russes aussi, l'argent est le nerf de la guerre. L'argent provient des produits pétroliers qui repassent ensuite par la flotte fantôme, qui repartent de différentes manières, même d'un point de vue militaire russo-centré, évidemment, il faut des produits pétroliers, il faut de l'essence, il faut du diesel, etc. Ne serait-ce que pour les véhicules, il faut du kérosène pour les avions et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu chercher à gagner sur tous les tableaux, si vous voulez, en tapant ça. Et donc on voit bien que les Ukrainiens ne limitent pas leur capacité. De temps en temps, et là c'est ce qu'on a vu il y a 3 jours de ça, si je ne m'abuse, des remontées vers Moscou, où là on peut aussi envisager que perte cumulée des systèmes de défense aérienne russes en Ukraine, cette fois-ci faisant, l'attaque sur Moscou force les Russes politiquement à venir repositionner une partie de leur défense aérienne en défense de la capitale. Hein, c'est assez logique. C'est un phénomène qu'on a vu durant la Deuxième Guerre mondiale aussi, avec les Allemands obligés de revenir avec la flak autour de Berlin.
Et donc ça peut influer sur l'équilibre des forces et des défenses antiaériennes sur la ligne de front, et donc peut-être des Ukrainiens qui pourraient reprendre une certaine forme d'initiative sur le front du Donbass si tout ça se cumule bien, quoi. Si tout ça se cumule bien, mais en sachant que ça a également des incidences stratégiques, parce que pour la Russie, évidemment, pour sa stabilité financière, voilà, la Russie, on a vu qu'il y avait de l'inflation, on a vu qu'il y avait un certain nombre de phénomènes économiques qui se passent. Évidemment, dans une guerre de longue durée, voir la source première de rentrée se faire petit à petit grignoter, là aussi en termes de capacité de production et de raffinage, etc. Mais ça a aussi des incidences, et c'est aussi une manière de se positionner dans un rapport de force diplomatique. C'est quelque chose qui peut être exploité aussi. Ça peut être également une monnaie d'échange. Dire, ok, maintenant je vais arrêter mes frappes sur les centres, si seulement les Russes arrêtent leur frappe sur les villes, par exemple. On peut très bien imaginer un système pareil. Donc tout ça avec la perspective incertaine, mais qui est en tout cas très discutée en ce moment, d'un cessez-le-feu, voire d'un accord de paix. Alors là, on joue à un jeu dangereux, parce que vous l'avez dit, on enregistre le 12 mars, et d'ici dimanche, quand ce sera diffusé, si ça se trouve, il se passera des choses, donc il ne faut pas s'avancer. Mais en tout cas, on peut dire que bon, c'est un truc un peu trumpien de je veux un deal pour je veux un deal. Disons-le, quoi, Vladimir Poutine n'a pas l'air prêt à transiger sur ses objectifs stratégiques, donc laminer l'Ukraine, la neutraliser, la démilitariser. Côté ukrainien, on n'a pas l'air tout à fait prêt non plus à ça, donc ça va poser la question, quand bien même il y aura un cessez-le-feu, il y aurait un cessez-le-feu. On a déjà essayé les cessez-le-feu dans le Donbass pendant 8 ans. Il y en avait, ça n'a pas mené à des conséquences de long terme extrêmement favorables. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commentateurs politiques ou d'acteurs politiques qui parlent de la paix maintenant, etc. Bon, tout ça c'est très bien, mais ça oublie une donnée de base absolument fondamentale, c'est que dans une guerre, finalement ce ne sont pas les gens à l'extérieur qui décident, ce sont les belligérants eux-mêmes, et l'important dans une guerre finalement, c'est la volonté. Alors, effectivement, un cessez-le-feu, il peut être intéressant à plusieurs égards. Ça peut être montrer un gage de bonne volonté à l'échelle internationale, etc. C'est pas un truc que Vladimir Poutine fait souvent dans la vie. C'est pas un truc que Vladimir Poutine fait souvent. Maintenant, les Ukrainiens disent, les Ukrainiens, juste avant cette histoire de cessez-le-feu, se voient suspendre l'aide militaire, l'aide en termes de renseignement, etc., l'aide en matière de communication, Starlink, etc. Donc tout ça est très embêtant, évidemment, pour eux. Ils peuvent donner un gage de bonne volonté en disant, oui, nous, on est prêts. Mais la vraie question derrière, c'est de savoir si, est-ce que ce n'est pas aussi du temps qui est gagné pour reconstituer des capacités, reconditionner les forces, etc. Encore une fois, le facteur temps est structurant de la stratégie militaire. Du côté russe, bien évidemment, ce qu'on a pu voir, c'est que alors que Trump parlait de cessez-le-feu, il redoublait la mise, ils ont mené les plus grosses attaques aériennes sur les villes ukrainiennes. Donc effectivement, le message qui est envoyé, c'est qu'ils sont pas trop près finalement à cessez-le-feu. Et de facto, on voit que le deal maker, entre guillemets, trumpien, dit maintenant je ne pressure plus trop, je fais plus trop pression finalement sur l'Ukraine, maintenant c'est à la Russie que je m'en prends, en disant qu'il faut la paix. Mais in fine, quand bien même un cessez-le-feu se pose la question déjà des leviers qu'il a sur la Russie, qui sont visiblement pas énormes. Qui sont pas énormes. On a parlé de nouvelles sanctions. Il faut voir lesquelles exactement. Et puis, on en parlait encore une fois avec Agathe Demara cette semaine, mais ça n'a pas un effet miracle, ça n'a pas un effet, ça se fait pas, si, ça se fait comme ça, justement, c'est ça, l'intérêt, c'est que c'est facile à faire, mais ça produit pas des effets instantanés. Exactement. Et puis, il y a cette vieille question qui est de savoir, donc en surplomb, on a toujours cette question de la volonté des belligérants. Donc effectivement, est-ce que certains ne vont pas tenter des actions hybrides, pour le coup, sous le seuil de violence, pour essayer malgré tout de repositionner correctement les forces? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité... C'est-à-dire même avec un cessez-le-feu, est-ce qu'il nous ferait pas une petite guérilla dans un coin C'est pas complètement impossible. On a bien vu qu'effectivement, même à l'issue des accords de Minsk, l'OSCE enregistrait quotidiennement des violations dans les tirs d'artillerie des deux côtés, plus du côté russe d'ailleurs que du côté ukrainien. L'Ukraine était souvent en riposte en fait. Et donc in fine, effectivement, un cessez-le-feu ne veut pas dire la paix. Il y a toujours deux conceptions de la paix. Il y a la paix positive et la paix négative. La paix négative, c'est juste l'absence de guerre. Et la paix positive, elle implique effectivement non seulement une absence de guerre qui soit assumée finalement et qui soit parfaitement respectée et comprise des deux côtés, avec en plus une reprise des liens diplomatiques, etc., etc. Au mieux, on pourrait espérer une paix négative mais chancelante par
la possibilité que on imagine mal parce que il y a cette question des oblasts qui ont été annexés, mais effectivement autant la Crimée a été prise à 100% de facto en 2014, autant pour les autres oblasts, je crois que c'est au niveau de Lugansk où on est à 98%, mais pour les autres on n'est pas, on est encore loin, ne serait-ce que des 95%. Donc in fine, pour ces territoires, pour ces oblasts pris par la Russie, que la Russie considère donc comme étant constitutionnellement à elle, finalement ça fait un peu tâche entre guillemets le fait que ces oblasts ne soient pas intégralement pris. Donc on peut sans doute y voir la cause d'une reprise des opérations. Et puis effectivement, quand on voit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il était censé aussi y avoir des cessez-le-feu. Ça n'a pas empêché l'Azerbaïdjan in fine, au moment qu'il a jugé opportun, de relancer une attaque qui s'est avérée finalement assez, non seulement surprise, mais qui s'est avérée in fine efficace parce qu'il a récupéré le reste de ce qu'il voulait récupérer. Donc c'est bien beau de parler de paix, entre guillemets, mais c'est oublier un petit peu vite que le facteur volonté des belligérants, il reste déterminant. Merci beaucoup, Joseph. Et alors le prochain numéro de DSI, donc je suis évidemment abonné à DSI de longue date. Il me semble que le prochain c'est un hors-série. Alors le prochain sera un hors-série, effectivement, le 101, et on va traiter en fait de défense sol-air, parce qu'on vit dans un monde devenu aérobalistique. Alors on explique tout ça évidemment dans le hors-série. Et donc ça veut dire que finalement la défense sol-air, missiles, canons, etc., reprend une importance, que les systèmes ABM, anti-missiles balistiques, reprennent également une importance. Et la troisième partie, en l'occurrence, c'est consacré à la question de la SEAD, donc la Suppression of Enemy Defense, donc l'élimination finalement des batteries antiaériennes adverses, parce qu'évidemment c'est les deux versants de la même pièce, c'est-à-dire d'un côté comment on fait comment on fait des défenses antiaériennes, et le dernier tiers, donc, comment on élimine les défenses antiaériennes. Exactement. Et là, on s'aperçoit que dans les deux cas, le diable est dans les détails, et notamment dans le contexte politique qu'on connaît actuellement avec les positionnements de l'administration Trump. Le diable est dans les détails, à la fois des réseaux de commandement structurants, on va dire, au niveau de l'OTAN, et le diable est dans les détails également en termes de SEAD, en particulier en matière de renseignement électronique. Et dans les deux cas, finalement, les Américains sont assez structurants de ces questions-là. Il y a des solutions qui existent, c'est pas déterministe non plus, mais en l'occurrence, cette question de la défense solaire, qui a été un petit peu abandonnée ces dernières années, c'est vraiment très prestigieuse dans les forces, mais en l'occurrence, il va falloir impérativement y revenir sur des trames qui sont devenues beaucoup plus complexes, parce que les UAV dont on a parlé, parce que la diversification balistique, les diversifications en termes de missiles de croisière, la question des drones FPV, la question des drones d'une manière plus générale, l'évolution de l'aviation de combat, etc., etc. On vit dans un monde aérobalistique, de plus en plus aérobalistique. Il y a un changement de régime militaire, pour reprendre cette expression de Martin Edge, et ce changement risque de nous prendre en défaut, et c'est un changement auquel des acteurs étatiques, mais également liés aux problématiques de technoguérilla, etc., ont accès. Donc il y aura de bonnes questions à devoir se poser, et j'espère que ce hors-série y contribuera, en tout cas. Donc dans quelques semaines, sortira début avril. Merci beaucoup, et donc à bientôt pour une nouvelle, je ne sais pas si on appelle ça une chronique, une intervention récurrente de ce format. Merci beaucoup, Joseph. Je vous en prie.